Pourquoi ? Demanda Poirot. Je sursautai à son interruption. Le petit homme était penché en avant, ses yeux illuminés d'une étrange lumière verte. Durant un instant, l'inspecteur Raglan fut surpris. « C'est difficile de trouver une bonne explication, les meurtriers font parfois de drôles de choses. Mais venez, je vais vous montrer les empreintes. » Nous le suivîmes jusqu'à la fenêtre du bureau. Sur ordre de Raglan, un policier brandit les chaussures qui avaient été prises à l'auberge. L'inspecteur les superposa avec les empreintes. « Ce ne sont pas celles-là qui ont fait ces traces. Il s'est enfui avec la paire incriminée. Ces chaussures identiques, mais plus vieilles. Vous voyez comme les semelles sont usées. » « Il est fort probable qu'un très grand nombre de gens portent des chaussures avec des semelles caoutchouc, fit remarquer Poirot. Oui, bien sûr, admit l'inspecteur. Je ne mettrais pas autant l'accent sur ces empreintes si ce n'était pour une autre raison. Quel jeune homme stupide, ce capitaine Ralph Patton, murmura Poirot pensif. Laisser tant de preuves de sa présence. En fait, expliqua l'inspecteur, malheureusement pour lui, une source a dû faire surface dernièrement au bout de l'allée. Juste là, vous voyez ? Un petit chemin de gravier rejoignait la terrasse et à un endroit, le sol était humide et boueux. De l'autre côté, il y avait encore des traces de pas et, parmi elles, celles de chaussures avec des semelles en caoutchouc. Poirot avança un peu plus loin en compagnie de l'inspecteur. « Avez-vous remarqué les empreintes de chaussures de femmes ?» demandai-je soudain. L'inspecteur se mit à rire. « Naturellement, mais plusieurs femmes différentes ont pris ce chemin, ainsi que des hommes. C'est un raccourci souvent emprunté pour aller à la maison. Il serait impossible de répertorier toutes les traces de pas. Après tout, ce sont celles près du rebord de la fenêtre qui sont vraiment importantes. » Poirot hocha la tête. « Inutile d'aller plus loin, » dit l'inspecteur alors que nous arrivions en vue de l'allée principale. « Il n'y a que du gravier ici. » De nouveau, Poirot hocha la tête, mais ses yeux étaient fixés sur un petit pavillon de jardin qui se trouvait devant nous, un peu à gauche du chemin. Poirot resta dans les alentours jusqu'à ce que l'inspecteur soit reparti vers la maison, puis il me regarda. « Je suis persuadé que c'est le bon Dieu qui vous a envoyé pour remplacer mon ami Hastings, dit-il. J'ai remarqué que vous restiez toujours près de moi. J'aimerais beaucoup aller jeter un coup d'œil à ce pavillon. Il m'intéresse. Qu'en dites-vous, docteur ?» Nous nous dirigeâmes vers la maisonnette et il ouvrit la porte. Je fus surpris de voir mon nouvel ami tomber à genoux et ramper sur le sol. Soudain, il tendit la main vers l'une des chaises rustiques et en détacha quelque chose. « Qu'est-ce que c'est » m'écriai-je. « Qu'avez-vous trouvé ?» Il sourit et ouvrit la main afin que je puisse voir ce qui se trouvait à l'intérieur. Un petit morceau raide de batiste blanc. Je le lui pris des mains, le regardai d'un air curieux et le lui rendis. « Que croyez-vous que ce soit, mon ami ?» me demanda-t-il en me regardant attentivement. « Un morceau arraché d'un mouchoir, sans doute, suggérai-je. Son regard fut à nouveau attiré par quelque chose et il se pencha pour ramasser une petite plume, une plume d'oie, apparemment. « Et ça, s'écria-t-il, selon vous, qu'est-ce que c'est ?» Je restai là, le dévisagé. Il glissa la plume dans sa poche et observa à nouveau le petit bout raide de tissu blanc. « Un fragment de mouchoir, songea-t-il. Vous avez peut-être raison, mais rappelez-vous ceci, une bonne blanchisseuse n'amidonne jamais les mouchoirs. » Il hocha la tête d'un air triomphant, puis remit le fragment de tissu dans son carnet. « À présent, allons marcher un peu, proposa-t-il. L'air est agréable aujourd'hui. » Il m'entraîna sur un chemin qui descendait en zigzag le long d'une pente boisée. À un endroit,
On avait rasé les arbres et installé un banc. De là, il y avait une vue splendide sur la campagne, et cela donnait directement sur un renfoncement en pavé avec un bassin à poissons rouges. « L'Angleterre est magnifique, dit Poirot en parcourant les alentours du regard. Puis il sourit. Et les Anglaises aussi. À cet instant-là, je vis Flora. Elle avançait le long du chemin d'un pas léger, presque dansant. Elle fit soudain une pirouette sur la pointe des pieds et au même moment pencha la tête en arrière et éclata de rire. Un homme apparut alors entre les arbres. Il s'agissait d'Hector Blunt. La jeune fille sursauta. « Oh, je ne vous avais pas vu. » Blunt ne dit rien et resta planté là à la dévisager. « Ce que j'aime chez vous, se moqua gentiment Flora, c'est votre conversation enjouée. » J'imagine qu'à cette réflexion, Blunt rougit. « Je ne suis pas très doué dans ce domaine-là. Je ne suis pas fait pour ce genre de vie. Je n'ai pas les manières appropriées. Je suis bourru et j'ai du mal en société. Je ne sais jamais ce que je dois dire. Je crois qu'il est temps que je m'en aille. »« Mais vous n'allez pas partir tout de suite, s'écria Flora. »« Non, pas alors que nous avons tous ces ennuis. Oh, je vous en prie. »« Aimeriez-vous que je reste ?» demanda Blunt. Flora se tourna lentement et plongea ses yeux dans les siens. « Je veux que vous restiez si tant est que cela puisse faire une différence. »« Ça fait toute la différence, » dit Blunt. Il y eut un silence. Ils s'assirent sur le siège en pierre près du bassin à poissons rouges. « La matinée est si belle, » finit par dire Flora. « Vous savez, je ne peux m'empêcher d'être heureuse malgré tout. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que le notaire, Mr. Hammond, nous a parlé du testament. Mon oncle Roger m'a laissé 20 000 livres. Vous imaginez, 20 000 livres ?» Blunt parut surpris. « Cela a-t-il tant d'importance pour vous ? » ?»« Ça signifie tout pour moi. La liberté, la vie, plus de soucis, plus de restrictions et plus de mensonges. »« Des mensonges ?» s'exclama Blunt. « Vous savez ce que je veux dire, prétendre d'être reconnaissante pour toutes les vieilles frusques horribles que vous donnent vos riches parents. Maintenant, je suis libre de faire ce que bon me semble. » Blunt avait une brindille à la main. Il la plongea soudain dans le bassin à poissons rouges. « Que faites-vous, Major Blunt ?»« Il y a quelque chose de brillant là-dedans. Je me demandais ce que c'était. On dirait une broche en or. Mais j'ai remué toute la vase et je ne la vois plus. » Il se tourna vers Flora. « Miss Ackroyd, y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Au sujet de Patton, je veux dire. Je sais à quel point vous êtes inquiète. Ne vous préoccupez pas de ça. Tout ira bien pour Ralph. J'ai mis la main sur le détective le plus merveilleux du monde et il va faire toute la lumière sur cette histoire. » La situation commençait à me mettre mal à l'aise. Tout à coup, mon compagnon se leva d'un bond et s'éclaircit la gorge. « Je vous demande pardon, » s'écria-t-il. « Je ne peux pas laisser mademoiselle me complimenter de la sorte sans attirer votre attention sur ma présence. Pour m'éviter de rougir de honte, je me dois de vous rejoindre et de m'excuser. » Il descendit rapidement le chemin et je le suivis de près. « Voici monsieur Hercule Poirot, » dit Flora. Poirot fit un petit signe de la tête. « Je connais le Major Blunt de réputation, je suis ravi de vous voir. J'ai besoin de quelques renseignements. » Blunt le regarda d'un air interrogateur. « Quand avez-vous vu Mr. Ackroyd vivant pour la dernière fois ? » ?»« Au dîner. » »« Et vous ne l'avez ni vu ni entendu parler après ça ? » ?»« Je ne l'ai pas vu. Par contre, j'ai entendu le son de sa voix. Je me promenais dehors sur la terrasse à environ 21h30. J'ai cru voir une femme disparaître dans les buissons. Juste une lueur blanche, vous voyez, j'ai dû faire erreur. C'est là que je me trouvais lorsque j'ai entendu Ackroyd qui parlait à son secrétaire. Vous souvenez-vous de ces paroles ? Oh, j'ai bien peur que non. Je n'ai entendu que quelques mots, je n'y ai pas vraiment prêté attention car je pensais à autre chose. C'est sans importance, murmura Poirot. Il se tourna vers Flora.
Lorsque vous examiniez les objets dans le présentoir avec le docteur Shepherd, le couteau y était-il? Flora releva le menton. L'inspecteur Raglan m'a déjà posé la même question. Je suis parfaitement sûre et certaine que le couteau ne s'y trouvait pas. Lui, il pense le contraire et il croit que Ralph l'a dérobé plus tard dans la soirée. Il est persuadé que je dis ça pour protéger Ralph. Poirot changea de sujet avec tact. C'est vrai, Major Blunt? Il y a quelque chose qui scintille au fond du bassin? Voyons si nous pouvons l'atteindre. Il s'agenouilla, dénuda son bras jusqu'au coude et le plongea dans l'eau très lentement. Mais malgré toutes ces précautions, la vase tourbillonna et il fut obligé de retirer sa main vide. Il observa d'un air piteux la vase qui recouvrait son bras. Je lui offris mon mouchoir qu'il accepta avec une grande profusion de merci. Blunt jeta un coup d'œil à sa montre. « C'est presque l'heure du déjeuner. »« Accepteriez-vous de déjeuner avec nous, monsieur Poirot ?» demanda Flora. « Et vous, docteur Shepherd ?» Nous partîmes en direction de la maison, Flora et Blunt ouvrant le chemin. « Je me demande ce qu'il y avait dans le bassin, » murmurai-je. « Aimeriez-vous le voir ?» dit Poirot. Je le regardai perplexe. Mon bon ami, Hercule Poirot ne court pas le risque d'abîmer son costume sans être sûr d'atteindre son but. « Mais vous êtes ressorti la main vide !» m'exclamai-je. « Certaines fois, il est nécessaire de faire preuve de discrétion. » Il ouvrit sa main gauche. Sur sa paume reposait un petit cercle en or, une alliance de femme. Je la lui pris des mains. « Regardez à l'intérieur, » ordonna Poirot. Je m'exécutai et je vis une inscription. De la part de R, 13 mars. Nous trouvâmes Mrs. Ackroyd dans le hall. Il était en compagnie d'un petit homme sec qui avait tout d'un notaire. « Mr. Hammond va déjeuner avec nous, » annonça Mrs. Ackroyd. « Mr. Hammond, vous connaissez le Major Blunt et ce cher Dr. Shepherd. Et voyons... » Elle posa son regard sur Hercule Poirot, l'air un peu perplexe. « Je vous présente Monsieur Poirot, mère, » dit Flora. « Je vous ai parlé de lui ce matin. Il est là pour découvrir qui a tué oncle Roger. »« Oh, ma chérie, » s'écria sa mère, « je t'en prie. Aie pitié pour mes pauvres nerfs. Je suis une vraie épave ce matin. » Je vis Poirot s'approcher doucement du notaire et je les rejoignis. « Mr. Hammond, » commença Poirot, « j'ai cru comprendre que vous aviez eu connaissance des clauses du testament de Mr. Ackroyd, n'est-ce pas? »« Évidemment, c'est le principal but de ma visite aujourd'hui. »« Alors, étant donné que je travaille pour Miss Ackroyd, vous ne verrez aucune objection à me dire quels en sont les termes. »« C'est très simple. Après avoir payé certains laits, tels que... » l'interrompit Poirot. Mr. Hammond eut l'air un peu surpris. 1000 livres à sa gouvernante, Miss Russell, 50 livres à sa cuisinière, Emma Cooper, 500 livres à son secrétaire, Mr. Geoffrey Raymond, et puis à différents hôpitaux. Poirot leva la main. « Ah, les laits caritatifs, ça ne m'intéresse pas. »« Très bien. Un revenu à vie pour Mrs. Cecil Ackroyd, basé sur les intérêts de placement financier. Miss Flora Ackroyd hérite de 20 000 livres tout de suite. Le reste, sa propriété et les parts dans Ackroyd et Fils, vont à son fils adoptif, Ralph Patten. »« Mr. Ackroyd possédait-il une grosse fortune? »« Une très grosse fortune. Le capitaine Patten sera un jeune homme extrêmement riche. » Après déjeuner, je m'entretins avec Mrs. Ackroyd. « Au sujet de l'enquête, où préfériez-vous qu'elle se déroule, ici ou à l'auberge des Three Boars ?» Mrs. Ackroyd me dévisagea. « Une enquête? Mais ce ne sera certainement pas nécessaire. »« C'est inévitable, étant donné les circonstances, » murmura Mr. Hammond. « Mais je n'aurai pas à répondre à des questions ou autre chose de ce genre, n'est-ce pas? » « J'imagine que Mr. Raymond pourra s'en occuper à votre place, dis-je. Il connaît toutes les circonstances du crime et peut formellement identifier la victime. » Le notaire approuva.
Je ne pense vraiment pas que vous ayez quoi que ce soit à craindre, Mrs. Ackroyd. On vous épargnera tout désagrément. Maintenant, en ce qui concerne l'argent, avez-vous tout ce dont vous avez besoin pour le moment? Je veux dire, avez-vous suffisamment d'argent en votre possession? Dans le cas contraire, je peux m'arranger pour vous faire avoir tout ce que vous demanderez. Cela devrait aller, intervint Raymond, qui se trouvait tout près. Mr. Ackroyd a touché un chèque de 100 livres hier. Où se trouve cet argent? Il le garde toujours dans sa chambre. Je pense que nous devrions nous assurer que l'argent est bien là avant que je ne parte, suggéra le notaire. Certainement, approuva le secrétaire. Je vous accompagne à l'étage tout de suite. Oh, j'allais oublier, la porte est fermée à clé. Parker apprit que l'inspecteur Raglan se trouvait dans la chambre de la gouvernante afin de lui poser quelques questions supplémentaires. 1 ou 2 minutes plus tard, l'inspecteur rejoignit le groupe dans le hall, apportant la clé avec lui. Il ouvrit la porte et nous traversâmes le vestibule, puis montâmes le petit escalier. En haut des marches, la porte menant à la chambre d'Ackroyd était grande ouverte. Geoffrey Raymond se dirigea vers le tiroir du haut d'un bureau en bois de rose et sortit une boîte en cuir ronde, ôta le couvercle et prit un gros portefeuille. « Voici l'argent, dit-il en ramassant une liasse de billets roulés. Mr. Hammond les lui prit et compta l'argent. Il releva la tête brusquement. « Il n'y a que 60 livres. »« C'est impossible, s'écria Raymond. Il récupéra les billets et commença à compter tout haut. Mr. Hammond ne s'était pas trompé. « Mais je ne comprends pas, s'exclama le secrétaire. J'ai vu Mr. Ackroyd mettre 100 livres dans cette boîte hier soir. »« Alors c'est très simple, fit remarquer Poirot. Soit il s'est servi de 40 livres dans la soirée, soit cet argent a été volé. » L'inspecteur se tourna vers Mrs. Ackroyd. « Quel membre du personnel aurait pu venir ici hier soir? »« La femme de chambre, je suppose, pour faire le lit. »« Qui est-ce? Que savez-vous d'elle? »« Elle est ici depuis peu, répondit Mrs. Ackroyd. Mais c'est une jeune fille de la campagne, ordinaire et gentille. Aucun domestique n'a démissionné ou quelque chose dans ce genre? Une femme de chambre a donné sa démission hier, je crois. À vous? Oh non, je ne m'occupe pas des problèmes domestiques. C'est Miss Russell qui s'en charge. Je pense, dit l'inspecteur, que je ferais bien de m'entretenir avec Miss Russell. Poirot et moi l'accompagnâmes dans la chambre de la gouvernante, où celle-ci nous reçut avec son sang-froid habituel. Ursula Bone, expliqua-t-elle, est une jeune fille très distinguée. Elle est discrète et a de bonnes manières de femme. C'est une excellente travailleuse. Alors pourquoi part-elle? Demanda l'inspecteur. Ça n'a rien à voir avec moi, répondit Miss Russell. J'ai cru comprendre que Mr. Ackroyd lui avait fait des remontrances hier après-midi et qu'ensuite elle lui avait donné sa démission. Tout du moins, c'est ce qu'elle m'a raconté, mais peut-être aimeriez-vous la voir. L'inspecteur acquiesça. J'avais déjà remarqué cette jeune fille lorsqu'elle faisait le service au déjeuner. Une grande fille avec des cheveux châtains enroulés fermement à l'arrière de la tête. La gouvernante la fit appeler. Elle entra et se tint très droite, ses yeux gris rivés sur nous. « Êtes-vous Ursula Bone ?» demanda l'inspecteur. « Oui, monsieur. »« J'ai appris que vous aviez donné votre démission. Pour quelle raison? »« J'ai dérangé des papiers sur le bureau de Mr. Ackroyd. Il était très en colère à ce sujet, et il m'a dit que je ferais mieux de partir, et que le plus tôt serait le mieux. » Poirot intervint. « C'est hier après-midi que Mr. Ackroyd vous a renvoyé, ou plutôt que vous démissionnez de votre propre initiative, n'est-ce pas? » La jeune fille hocha la tête. « Combien de temps votre entretien avec Mr. Ackroyd a-t-il duré? »« Je ne sais pas. Pas plus d'une demi-heure, je pense. »« Merci, mademoiselle. » Je regardai Poirot d'un air curieux. Il réarrangeait quelques objets sur la table, les redressant avec précaution. Ses yeux brillaient. « Ce sera tout, » dit l'inspecteur. Ursula Bone quitta la pièce. L'inspecteur se tourna vers Miss Russell. « Depuis combien de temps travaille-t-elle ici? Avez-vous un exemplaire de ses références? » Miss Russell avança jusqu'à un bureau, en sortit une poignée de lettres et en tendit une à l'inspecteur.
Ça me semble bien. Comment a-t-il? Mrs. Richard Folliot, Marby Grange, Marby... Qui est-ce? Une dame de la campagne, quelqu'un de très bien, répondit Miss Russell. D'accord, dit l'inspecteur en lui rendant la lettre. Allons voir Elsie Dale. Elle était grande et blonde, avec un visage agréable, mais légèrement stupide. Elle répondit à nos questions de bon cœur et montra beaucoup de tristesse en apprenant la disparition de l'argent. Je me demande quel papier cette jeune fille a bien pu déranger pour qu'Ackroyd se mette dans un tel état, pensai-je peu de temps après que Poirot et moi ayons quitté la maison. Le secrétaire nous a dit qu'il n'y avait pas de documents importants sur le bureau, fit remarquer Poirot. Après un instant, il sortit un papier de sa poche et me le tendit. « Regardez ça, mon ami. » C'était la liste faite par l'inspecteur. En suivant le bout de son doigt, je vis une petite croix marquée en face du nom d'Ursula Bourne. Il se peut que vous ne l'ayez pas remarqué à ce moment-là, mon bon ami, mais il y a une personne sur cette liste dont l'alibi n'a pas été confirmé. Ursula Bourne. Vous ne croyez pas que... Dr. Shepard, j'ose tout croire. Il se peut qu'Ursula Bourne ait tué Mr. Ackroyd, mais j'avoue que je ne vois pas pour quelle raison elle l'aurait fait. Il fit un tour sur lui-même. Où se trouve Marby? C'est de l'autre côté de Cranchester, à un peu plus de 20 kilomètres. Vous serait-il possible de vous y rendre, demain par exemple? Demain, laissez-moi réfléchir, nous serons dimanche. Oui, je m'arrangerai. Que voulez-vous que j'aille faire là-bas? Allez voir Mrs. Folliot. Découvrirez tout ce que vous pouvez au sujet d'Ursula Bourne. Très bien, mais ce travail ne me plaît pas beaucoup. Ce n'est pas le moment de faire des difficultés. Il se peut que la vie d'un homme en dépende.